Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Actualité oblige, nous allons bien sûr parler de l'économie française qui malheureusement souffre de plus en plus. Nous venons d'avoir les chiffres de la Banque de France sur les défaillances d'entreprises en France, bien entendu, au mois de septembre 2024. Et malheureusement, c'est une nouvelle catastrophe. Des nouveaux records historiques sont atteints avec évidemment des conséquences très concrètes sur l'activité, sur l'emploi, sur notre quotidien. On verra ça dans le détail. Autre catastrophe, j'ai envie de dire, le projet de loi de finances, le fameux PLF, donc le budget 2025 présenté par le gouvernement il y a quelques jours. Eh bien malheureusement, on s'y attendait un peu, mais tout de même, augmentation des impôts, donc pour tous, évidemment pas que pour les riches, et surtout augmentation des dépenses publiques. Je sais, on veut nous faire croire que c'est un budget de rigueur où les dépenses publiques baissent. Pas du tout, les dépenses publiques ne baissent pas, on verra les chiffres tout à l'heure. Officiels, les dépenses publiques continuent d'augmenter malheureusement en 2025. Donc ça montre bien qu'on n'a pas du tout la volonté de changer notre dynamique, de moderniser l'économie française. Évidemment, c'est très triste. Alors, autre drame récent, le fameux Doliprane. On se dit, ça y est, il va partir dans des mains étrangères. Donc là aussi, on a une sorte de schizophrénie de la part du gouvernement, parce qu'il nous dit, oui, c'est bien quand les investisseurs qataris investissent en France, puis là, quand les Américains veulent racheter le Doliprane, ce n'est pas bien. Puis surtout, est-ce qu'ils ont les moyens de lutter contre cela? Donc on se rend bien compte que malheureusement le en même temps ne fonctionne pas. On a des vrais dangers également en termes d'exode fiscal, d'expatriation de nos entreprises à l'international. Et donc ça évidemment c'est extrêmement dangereux parce que si on augmente trop les impôts, nos entreprises vont évidemment partir, idem pour les particuliers. Et ça va casser évidemment l'activité économique, si bien que malheureusement la France de 2024 ressemble de plus en plus à la Grèce de 2009-2010. On me dit non mais regardez, c'est pas vrai parce que la note de la France n'a pas été dégradée la semaine dernière par Fitch. Eh bien attention, j'ai un scoop pour vous, puisque j'ai bien lu le détail du communiqué de Fitch. Eh bien tenez-vous bien, la note de la France a bien été dégradée à simple A+. On est passé de double A- à simple A+, mais Fitch n'a pas osé annoncer cette information et donc, par miracle, finalement, elle a maintenu le double A-. Vous verrez le communiqué officiel, personne n'en a parlé évidemment, mais nous sommes là pour rétablir la vérité. C'est assez incroyable. Évidemment, d'où cette question, la France qui est de plus en plus abîmée, donc elle n'est pas encore dégradée officiellement, mais en fait elle l'est déjà, elle est même déclassée, puisque comme vous le savez, en termes de PIB par habitant, la France qui était 11e du monde en 1990, elle est aujourd'hui 25e au niveau mondial en termes de PIB par habitant. Donc ça c'est évidemment un déclassement et malheureusement, vu les mesures qui sont annoncées, ça ne va pas arranger les choses. Mais tout de même, je tiens toujours à dire, voilà, comment on peut se protéger. Il faut toujours voir le moyen de s'en sortir et il est toujours possible de se protéger contre cette crise. Je ne vais pas vous mentir, on ne va pas se voiler la face, la crise est là et elle va continuer, mais on peut se protéger. Qu'on soit une entreprise, on verra des pistes stratégiques pour nos entreprises, notamment nos PME, mais pas seulement, également pour les salariés, pour les particuliers, pour les épargnants également. Il y a les moyens de se protéger, de faire le dos rond pour pouvoir sortir par le haut de cette crise en espérant qu'un jour on prendra les bonnes mesures, les dirigeants français prendront enfin les bonnes mesures parce que ne rêvons pas, on n'a pas su se réformer dans la douceur, on se réformera, on se modernisera dans la douleur malheureusement et nous resterons là justement pour pouvoir sortir par l'eau de cette crise. Du moins c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter bien entendu. Alors d'ailleurs, la question de la semaine, celle que vous avez été très nombreux à me poser, c'est de savoir est-ce qu'on peut baisser le déficit public sans augmenter les impôts? La réponse est oui, j'ai même plus loin, on peut même baisser les impôts, je l'avais évoqué il y a quelques semaines, on verra ça dans le détail tout à l'heure, et puis on terminera bien sûr comme d'habitude avec une bonne nouvelle, c'est compliqué d'en trouver, mais on en trouve quand même une bonne nouvelle relative, mais c'est quand même, encore une fois, une bonne nouvelle. Alors on commence tout de suite, parce que vous l'avez compris, le programme est très chargé, on va commencer avec ce budget 2025, donc vous l'avez compris, très triste, disons-le, mais même catastrophique, avec donc une augmentation des impôts et une augmentation des dépenses publiques. C'est ce que j'écris là, à croire que le NFP a participé à l'élaboration de ce budget 2025. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a même dit que c'est une victoire idéologique. Annoncer la couleur, c'est assez incroyable. Donc le gouvernement Barnier, finalement, joue dans la même cour, entre guillemets, que Jean-Luc Mélenchon. Alors, même si un petit peu, je grossis évidemment le trait volontairement, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de peine. Encore une fois, on ne s'attendait pas à des miracles, mais tout de même,
augmenter les impôts, augmenter les dépenses, ce n'est pas sérieux. Malheureusement, alors bien sûr, on a cet impôt donc exceptionnel, cette taxe exceptionnelle pendant 3 ans. Ça me rappelle la CRDS créée par Alain Juppé, là aussi. Vous voyez que les gens de droite savent bien créer des impôts, surtout quand ils sont hauts fonctionnaires. Donc CRDS, ça devait durer 13 ans. Finalement, vous voyez, c'était en 96. On est toujours là aujourd'hui, donc ça fait 28 ans que ça dure. Ça va durer encore au moins une dizaine d'années. Donc comme quoi, bon, on se fait arnaquer à chaque fois. Pareil sur la CSG, qui avait été créée par Michel Rocard en 91. À la base, c'était 1%. Maintenant, on est à plus de 9%. Si on rajoute sur l'épargne la cotisation de solidarité, on est à 17,5%. Donc, donc on ne peut pas croire nos dirigeants, on continue, c'est exceptionnel, évidemment ça va continuer. Alors pareil, on nous dit oui, ça va concerner 65 000 personnes, finalement c'est que 25 000 personnes. Peu importe, l'estimation, regardez bien combien ça va nous ramener, entre guillemets, enfin ça va ramener à l'État, 2 milliards d'euros. Alors qu'on a un déficit public d'environ 200 milliards d'euros. Tout ça pour ça. Il faut être sérieux, encore une fois. À quoi bon, j'ai envie de dire, faire du marketing? Il faut prendre évidemment des vraies mesures. Pareil sur les bénéfices des grandes entreprises, on va les taxer davantage. Ah oui, alors c'est formidable. Ça va ramener combien? 8 milliards d'euros en 2025. Et regardez bien, seulement 4 milliards en 2026. C'est-à-dire que le gouvernement lui-même commence à comprendre que finalement il y aura moins de profits en 2025 et en 2026. Peut-être que même que les grands groupes français vont encore développer leur activité internationale. Donc finalement il y aura moins de recettes fiscales. Tout ça pour ça. Encore une fois, on a un problème aujourd'hui de crédibilité, bien sûr, et puis les taxes augmentent pour tout le monde, taxes sur l'électricité, le gaz, les chaudières au gaz, les véhicules de tourisme, les transports maritimes et aériens, donc nous allons payer, ça me rappelle le sketch des inconnus, c'est les raptous, ça continue, on crée des impôts en permanence, alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas, et d'ailleurs le chiffre officiel, taux de prélèvement obligatoire, vous voyez, on va passer de 42,8% donc en 2024 à 43,6% pour 2025, si tout va bien, mais ça c'est aux normes INSEE, aux normes Eurostat, ça veut dire à peu près 47% de taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB, le niveau le plus élevé du monde. Jusqu'où va-t-on aller? Ce n'est évidemment pas sérieux. Alors encore pire, je viens d'entendre Jean-François Copé nous dire « Ah ben non, mais il faut rétablir la taxe d'habitation ». C'est quand même assez incroyable. Donc on a des personnes, entre guillemets, on va dire, libéraux, mais c'est pas du tout le cas, enfin du moins libéral, si c'est des personnes, il faut faire la liaison, ou du moins de droite, j'aime pas cette expression, ce qui compte c'est le bon sens, c'est pas être libéral, être keynésien, non, ce qui compte c'est le bon sens, ce qui compte c'est sauver l'économie française. Et donc ce monsieur nous dit, il faut augmenter la taxe d'habitation, il faut restaurer la taxe d'habitation. C'est quand même assez incroyable. On a un logiciel où on ne pense qu'à augmenter les impôts. On ne pense pas de l'autre côté, justement, qu'on doit baisser les dépenses qui ne servent évidemment pas à grand-chose. Et là, pareil, selon les projections de Bercy, alors là c'est très intéressant, vous allez comprendre que la dépense publique continue d'augmenter. Parce qu'en fait, sur quoi le gouvernement a communiqué? Il a dit voilà, la dépense publique en volume, ça veut dire hors inflation, donc en 2025, ça va faire moins 0,1%. Oh là là, quel miracle, moins 0,1%. Bon, évidemment, c'est rien, mais le problème, c'est que quand il nous donne le ratio donc, de dépenses publiques par rapport au PIB, donc là évidemment avec l'inflation, on passe donc de 56,8% à 56,4%, donc seulement 0,4 points de moins, mais comme le PIB en valeur va augmenter de 3%, ça veut dire qu'en fait, les dépenses publiques en valeur, donc avec l'inflation, vont augmenter de 2,6% en 2025. Plus 2,6% d'augmentation des dépenses publiques. Alors c'est vrai que l'année dernière, ça avait fait, en 2024, c'est autour des 4,2, quelque chose comme ça. Donc là, on nous dit, 2,6, encore une fois, ça continue d'augmenter, ce n'est pas sérieux, et donc il faut là aussi changer. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la majorité, le gouvernement n'a pas la majorité, je comprends tout ça, mais à ce moment-là, il ne fallait pas accepter le poste, mais continuer d'augmenter les dépenses publiques, c'est scandaleux, c'est même suicidaire malheureusement pour l'avenir de l'économie française. Alors oui, toujours cette démagogie, on nous dit, oh là là, quelle horreur, on va supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale. En fait, ce n'est pas des suppressions, parce que comme vous le savez, on ne peut pas licencier des fonctionnaires, parce qu'ils ont l'emploi à vie, bien entendu, mais simplement, c'est des personnes qui partent à la retraite qu'on ne va pas remplacer, donc il n'y a pas de drame social. Mais quand on regarde les chiffres, parce que ça on ne les connaît pas, bien entendu, combien de salariés donc dans la fonction publique de l'éducation nationale? Regardez bien, 1,1 million d'agents, 800 000 enseignants et 300 000 administratifs. 4000 personnes sur 1,1 million d'habitants. Soyons raisonnables. Sur 1,1 million de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Soyons raisonnables. Vous voyez, j'en perds mon latin tellement c'est irresponsable, c'est complètement démagogique. Si je prends l'ensemble des fonctionnaires, donc des agents de la fonction publique, va-t-on dire, chiffre de l'INSEE, 5,74 millions d'agents de la fonction publique au total. Ça veut dire quand même
250 000 personnes de plus en 10 ans. C'est un problème, parce que ça soit Sarkozy et autres, on avait tous dit oui, non, on ne va pas remplacer un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite. En fait, le nombre de fonctionnaires, encore une fois, et notamment d'agents du public au sens large, a augmenté de 250 000 personnes, ce qui fait à peu près 84 fonctionnaires pour 1000 habitants. Voilà le niveau de la France, 84 fonctionnaires pour 1000 habitants. Bon, ben on est protégé, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors quand on voit le niveau des services publics, on se dit, ben, où sont-ils? Mais bon, ça c'est tout le problème. Si je compare ce qui se passe chez nos voisins allemands, ben là vous avez 4,6 millions donc, de fonctionnaires pour 83,1 millions d'habitants, donc ça veut dire on a 55 fonctionnaires pour 1000 habitants. Quasiment du simple au double, hein, même si en grossissant le trait, mais enfin... 55 fonctionnaires pour 1000 habitants, ça va, les Allemands ne s'en plaignent pas forcément, alors que nous, justement, on a 84, mais on se plaint, parce qu'on n'a pas des bons services publics. Donc on voit bien c'est pas un problème de moyens, les moyens sont là, c'est un problème d'allocation de ces moyens et de gaspillage des deniers publics. Je vous rappelle que ces deniers publics, c'est notre argent, ce sont nos impôts. Donc encore une fois, quand on vous dit on va encore augmenter la dépense publique, ça veut dire qu'on va encore augmenter nos impôts malheureusement, et ça évidemment ce n'est pas acceptable. Alors le pire c'est qu'on me dit oui mais alors sur quoi toucher ? Évidemment, les dépenses de fonctionnement. Regardez bien ces chiffres, hein. Ça a augmenté de 70 milliards d'euros en 3 ans. C'est-à-dire au total, ça fait 15,4% de hausse, juste les dépenses de fonctionnement. Alors j'avais déjà expliqué ce que c'était, notamment bien sûr les salaires, les frais de bouche, les frais divers et variés, tout ce qui n'est pas investissement notamment. Donc ça a augmenté de 15,4% en 3 ans, alors que toutes les dépenses publiques ont augmenté de 12,5%. Donc déjà ça va mal, et en plus on augmente les dépenses de fonctionnement encore plus que les autres dépenses. Qui peut faire ça? Quelle entreprise pourrait faire ça? Même si l'État n'est pas une entreprise, mais quand même un peu de bon sens, un peu de sérieux. Et c'est ça qui malheureusement ne colle pas. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ce budget catastrophique tout simplement. Alors en plus, pour ne rien arranger, il annonce des prévisions de croissance un petit peu fantaisistes. On nous dit bon, on va faire 1,1% de croissance et en 2024 et en 2025. Ce qui paraît très optimiste compte tenu du ralentissement mondial et puis également de l'augmentation des impôts qui aura un pouvoir récessif, ça va casser l'activité économique. Et l'inflation, pareil, alors 2,1 cette année et 1,8 l'année prochaine. Oui, alors on verra comment vont évoluer les prix du pétrole, etc. Mais c'est clair que ça reste quand même assez optimiste. Alors, surtout sur les chiffres, regardez bien, pour 2024, ils nous annoncent 166,6 milliards d'euros, 6,1%. Encore, ça continue, c'est exactement la même chose qu'avec Bruno Le Maire. C'est-à-dire qu'on va atteindre, selon les chiffres, encore une fois de l'INSEE et du ministère des Finances, autour des 200 milliards d'euros dès 2024. Et ça veut dire 7% du PIB. Pourtant, là, on nous dit, ben non, il y aura un miracle et on va tomber à 6,1. Alors que je vous rappelle qu'on devait être à 5, hein, donc 6,1, c'est-à-dire un point de plus, même plus d'un point de plus, on sera autour des 7%. Et alors pour 2025, alors un miracle, 142,1 milliards d'euros, 5% du PIB. Encore une fois, on croirait les prévisions de Bruno Le Maire de l'année dernière, oui, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais avec les mesures qu'on vient d'entendre, qu'on vient de détailler, eh bien évidemment, ça ne pourra pas se produire. Malheureusement, comme avec Bruno Le Maire, on sera autour des 6%, voire un peu plus de déficit public, y compris en 2025. Alors, il nous annonce quand même une dette publique qui monte à 114,7% en 2025. En fait, elle sera déjà à 114-115% dès 2024, donc évidemment, ça ne va pas améliorer la situation. Donc, encore une fois, des chiffres fantaisistes, hein, disons-le. Alors, il n'y a qu'un seul chiffre, là, plus ou moins, où on est d'accord, même si, à mon avis, c'est sous-estimé, c'est l'émission des dettes publiques. Donc, les nouveaux bons du Trésor, les nouvelles obligations de l'État français, tenez-vous bien, 300 milliards d'euros. Ça veut dire que l'État va faire appel aux investisseurs pour 300 milliards d'euros en 2025. Donc de nouvelles dettes. Donc effectivement, tant qu'on est double A, ça va, mais si on passe simple A, ça sera un petit peu compliqué de récolter ces 300 milliards, d'autant que 54% de notre dette publique est détenue par des investisseurs étrangers. Je l'évoquais il y a déjà quelques semaines. Hein. N'oubliez pas que les fonds japonais ont vendu pour 8 milliards d'euros de dette publique française au mois de juillet. Alors ils ont vendu également un peu de dette américaine, mais pour nous, ça fait beaucoup, évidemment, et ça peut, je dirais, faire un effet boule de neige avec d'autres investisseurs qui vont suivre les investisseurs japonais, donc c'est extrêmement dangereux, bien entendu. Alors d'où, effectivement, cette notation. Alors là, tenez-vous bien, là, c'est vraiment le scoop. Et pour tout vous dire, j'ai découvert ça hier, presque par hasard. Je dis, bon, je vais quand même regarder le communiqué officiel de Fitch, parce que, donc, comme vous le savez, donc, ils ont maintenu le double A- avec perspective négative. OK. Donc, sauf qu'ils écrivent noir sur blanc. Hein, vous pouvez aller sur le site de Fitch, c'est libre, hein, c'est en anglais, mais il suffit de traduire. Donc voilà, le modèle de notation souveraine, donc Sovereign Rating Model, le SRM, bref. Écoutez bien, donc, je n'invente rien, c'est écrit sur le communiqué sur Internet de Fitch. Hein. Attribue à la France un score, donc une note équivalente à une note de A+. Vous voyez, on était double A-, A+. Donc on est bien simple A. Encore une fois, ça c'est le modèle
donc de notation donc de Fitch, ça veut dire sans intervention humaine, j'ai envie de dire, A+. Et après, alors là, une phrase assez bizarre, conformément à ces critères de notation, le comité de notation souveraine de Fitch a décidé de ne pas retenir la note indiquée par le SRM, donc par le modèle, pour les raisons suivantes. La production du SRM a migré vers donc A+, mais il s'agit selon nous d'une détérioration potentiellement temporaire et insoutenable. C'est incroyable quand même. Donc là, ils interviennent, donc c'est tout à fait subjectif. Ils sont en train de nous dire, non mais finalement, bon, c'est temporaire, ça ne va pas durer. Alors qu'on a vu, ça fait 2 ans qu'on nous avait promis une réduction des déficits et que ça continue d'augmenter. Franchement, ce n'est pas sérieux et on se rend bien compte du problème de crédibilité des agences de notation. Et donc, évidemment, donc, elles décident d'adopter un autre A-, donc de maintenir ce A-. Ça, c'est incroyable. Alors après, évidemment, elle dit quand même, bon, mais je mets perspective négative parce qu'on n'est quand même pas très confiant, c'est ça qui ne colle pas. Elle nous dit qu'elle s'attend à une dette publique de 116,3% donc pour la France, donc à la fin 2026, ce qui quand même représente le double de la médiane des pays AA. C'est-à-dire qu'on est vraiment hors cadre. C'est-à-dire que tous les pays, la médiane, c'est-à-dire la moitié des pays AA sont à la moitié, encore une fois, de notre dette publique par rapport au PIB. Et nous, on maintient quand même notre AA. Attendez, il y a un petit peu d'arrangement entre amis, va-t-on dire, mais bon, ça ne fait pas très sérieux tout ça, et donc voilà, après, ils continuent sur le dérapage budgétaire, et donc ils nous annoncent, vous voyez dans le détail, donc ils sont inquiets par rapport donc, à la forte fragmentation politique, et un gouvernement minoritaire, qui complique la capacité de la France à mettre en œuvre des politiques donc d'assainissement budgétaire durable. Donc ils sont tout à fait conscients de la réalité, mais ils nous disent, donc finalement, on maintient. Il y a un problème. Donc bon, voilà. Donc en fait, sachez qu'on est déjà A+, mais que pour différentes raisons, donc bizarroïdes, va-t-on dire, eh bien on maintient ce double A-. Franchement, c'est un nouveau scandale, j'ai envie de dire, mais ça ne fait pas très sérieux. Donc je vous rappelle quand même le calendrier des agences de notation, bon, même si on a compris que ça ne servait pas à grand-chose, 25 octobre, donc Moody's, et le 29 novembre, donc Standard & Poor's. Donc si on est donc double A-, je pense que Standard & Poor's peut créer la surprise, peut justement dire, ben non, là on ne peut plus continuer comme ça, et il peut avoir la dégradation. Donc fin novembre 2024, ça sera à suivre avec évidemment donc, des conséquences très concrètes sur les taux d'intérêt, qui pour l'instant, ça tient le coup, on est autour des 3%, mais même on est passé au-dessus des 3%, mais ça reste autour des 3% quand même. Mais alors là, si on est dégradé, ça montera évidemment très haut, parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ne peuvent pas acheter la dette simple A, c'est que du double A ou du triple A. Donc mécaniquement, les 300 milliards d'euros, on va avoir du mal à les écouler, entre guillemets, ces fameux donc, 300 milliards d'augmentation de la dette publique. Et donc, c'est ce qui m'amène à dire que malheureusement, la France de 2024 ressemble de plus en plus à la Grèce de 2009-2010. Pourquoi? Alors déjà, bon, on vient de le voir, dérapage incontrôlé des comptes publics. Donc là, on ne se rend pas compte, on nous dit 4, 5, finalement c'est 6, peut-être même 7. Donc, ça ne fait pas sérieux. Après, là, c'est assez incroyable parce qu'il y a évidemment les énormes écarts entre les prévisions et la réalité. Et tenez-vous bien, j'ai découvert, donc j'ai retrouvé cette déclaration de Papandréou, donc Georges Papandréou, le Premier ministre grec qui a été élu en octobre 2009, justement, soi-disant pour rétablir un petit peu toute la situation. Et il a simplement dit que ses prédécesseurs ont caché l'ampleur des déficits. Waouh! Incroyable, ça ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on nous dit, oui, finalement, il y a 100 milliards d'euros de déficit supplémentaires. D'où viennent ces 100 milliards? On le saura peut-être un jour, ou peut-être jamais, mais toujours est-il qu'il y a bien un problème, je dirais, de dissimulation de ces déficits, encore une fois, sans être méchant. Mais c'est sûr que, moi, je l'ai vu, je le voyais depuis 8 mois, qu'on avait des déficits publics qui augmentaient, le gouvernement le voyait quand même. Pourquoi il ne le disait pas? Pourquoi il n'alertait pas? Ça pose évidemment un problème justement de crédibilité, et donc c'est exactement ce qui se passait à l'époque en Grèce. Alors, ce que j'ai retrouvé également dans les déclarations, pour tout vous dire, j'allais beaucoup à l'époque en Grèce faire des conférences, notamment auprès des banques grecques, d'ailleurs que la Grèce est un pays qui est formidable, ne l'oublions pas, je me rappelle de cette déclaration que j'ai retrouvée d'ailleurs dans la presse, où les dirigeants grecs disaient absolument non, la Grèce, écoutez, n'est pas l'Argentine. L'Argentine, parce qu'il y avait évidemment la faillite de l'Argentine en 2001 notamment, et donc là on nous sert exactement le même discours. Ah non mais la France de 2024 n'est pas la Grèce de 2010. Oui, ok, sauf que ça y ressemble de plus en plus. Alors oui, on dit oui, mais la grande différence, c'est que les Grecs ne savaient pas lever l'impôt. Bah oui, évidemment, il y avait beaucoup de déclarations sur le revenu, par exemple, l'impôt sur le revenu, c'était des déclarations sur l'honneur. Donc évidemment, c'était un petit peu compliqué de lever l'impôt. Et donc on dit, bon, en France, nous, on sait très bien lever l'impôt. Sauf que, à force d'augmenter cette imposition, qui est déjà numéro 1 dans le monde, plus on l'augmente, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, bien évidemment, il va y avoir des mouvements d'exode fiscal des entreprises,
des particuliers qui vont se dire, écoutez, finalement, je préfère payer un peu moins d'impôts ailleurs. C'est pas qu'on manque de patriotisme, mais quand même, ça commence à faire cher. Alors, que dire des entreprises étrangères, évidemment, implantées en France? On leur a fait des cadeaux fiscaux. Maintenant qu'il n'y aura plus de cadeaux fiscaux, évidemment, on va quitter notre douce France, avec bien sûr des conséquences très concrètes sur l'emploi. Alors, on me dit aussi, mais la grande différence, c'est que la Grèce était en faillite. Ça veut dire que l'État grec, même s'il vendait tous ses actifs, il ne remboursait pas sa dette. Sauf que pour nous, c'est pareil. Si je prends l'ensemble de la dette publique française, c'est-à-dire la dette donc, de 3200 milliards d'euros officiels, plus le hors-bilan, je suis à peu près, donc le hors-bilan, c'est notamment le paiement des retraites des fonctionnaires, c'est-à-dire les engagements de l'État et qui ne sont pas encore dans les comptes, on est à 6500 milliards d'euros de dette totale et moins 4500 milliards à peu près d'actifs de la puissance publique française, pas que l'État, toute la puissance publique française. Donc selon l'INSEE, là aussi le compte de patrimoine de l'INSEE, ça veut dire qu'il me manque 2000 milliards d'euros. Donc nous aussi on a un actif net négatif, donc nous aussi potentiellement on est dans une situation de faillite, en tout cas une entreprise serait déjà en faillite. Donc effectivement cette différence. Alors si vous me permettez, j'ai ajouté un petit peu d'humour à la fin, parce qu'à l'époque, j'avais fait justement un papier pour dire effectivement qu'on avait Papandréou, et j'avais découvert que l'anagramme de Papandréou, vous prenez les mêmes lettres, ça fait n'a pas d'euro. Donc je disais à l'époque, oui, bon, en fait, on aurait dû le savoir, parce que depuis le début, Papandréou, en fait, il nous avait annoncé ce qui allait se passer. Donc là, on se dit, bon, Michel Barnier, non, ça marche pas. Alors je dis, tiens, on va voir l'anagramme de Michel Barnier. Alors d'abord, j'ai trouvé laminé riche, bon, ça commence, mais il y a un B en plus. Et puis après, j'ai trouvé différemment. Et je me suis dit, regardez bien, vous pouvez faire le test, c'est enchérirait BLM. Oui, enchérirait Bruno Le Maire. Et oui, c'est ça en fait, c'est que M. Barnier va faire encore pire que Bruno Le Maire, puisque ce qu'il annonce ne sera pas tenu, et donc les déficits publics vont encore plus augmenter. Voilà, bon, écoutez, on s'amuse comme on peut quand on est économiste, ne m'en voyez pas, évidemment, mais ça fait du bien un peu de faire un peu d'humour, parce qu'on a un contexte un petit peu compliqué, mais voilà un petit peu aujourd'hui pourquoi la France ressemble de plus en plus à la Grèce. Alors j'espère que ça ne va pas se terminer de la même façon, parce qu'évidemment le PIB grec après s'est effondré, vous voyez, en 2009-2011, de l'ordre de 30%. Des chiffres horribles, jusqu'en 2013 d'ailleurs ça a baissé. Après ça a redémarré bien entendu, mais encore aujourd'hui on est 22% en deçà du niveau qu'on avait en 2008 sur le PIB hors inflation en Grèce. Rendez-vous compte, la destruction de richesses, la destruction de valeur. Alors certains seront contents, parce que quand j'entends qu'on me dit la consommation baisse, certains me disent « Ah ben ça c'est une bonne nouvelle ». Donc oui, ça c'est la décroissance. Oui, ça c'est la décroissance. Donc pour les adeptes de la décroissance, ça risque d'arriver en France. En fait, la clé, elle est très simple, ce sont les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de la dette publique, vous voyez, en Grèce, ça a très vite monté, on est monté à 35% sur le taux de 10 ans. Ça c'est à l'époque de Tsipras, on est monté à 20%. Alors que nous, pour l'instant, on est toujours, ça a augmenté certes, mais on est toujours autour des 3%, je le montre ici. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'effet positif du budget. C'est vrai que la notation, le fait qu'on n'a pas dégradé, que Fitch n'a pas dégradé, évidemment, ça a maintenu autour des 3%, mais néanmoins, quand il va y avoir une vraie dégradation, ça va faire mal et là, les taux d'intérêt augmenteront très fortement, ce qui ne va évidemment pas arranger les affaires de nos entreprises. Et là, j'arrive sur les chiffres de la Banque de France. Je vais passer vite parce que ça fait beaucoup de peine. Voilà les chiffres officiels de la Banque de France, donc sur les défaillances d'entreprises au mois de septembre, la première estimation, 73 741 défaillances d'entreprises sur 12 mois, c'est-à-dire on est seulement à 0,3% du sommet d'avril 2015. Alors on me dit oui, mais bon, il y a 6 millions d'entreprises en France, certes, mais enfin on se rend bien compte que là aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui n'existent pas vraiment d'ailleurs, c'est juste des numéros sirènes, mais globalement, on se rend bien compte que ça fait beaucoup. Et là, la courbe, ça fait quand même froid dans le dos. Si maintenant j'enlève les micro-entreprises, qui sont évidemment très importantes, alors là on a déjà dépassé largement les sommets donc de septembre 2009, mais on est même, regardez bien, c'est un nouveau record, 11,8% au-dessus du sommet de septembre 2009. Voilà la réalité aujourd'hui des défaillances d'entreprises en France, donc une vraie catastrophe. Dans le détail par type d'entreprise, alors vous prenez le chiffre que vous voulez, moi on va juste en prendre deux, j'ai envie de dire, regardez bien, les ETI et grandes entreprises. Alors on dit oui, il n'y a que 63 entreprises pour l'instant, c'est pas beaucoup, certes, mais néanmoins ça ne cesse d'augmenter. Regardez bien, hausse de 19% sur un an, mais surtout 133,3% depuis janvier 2020. Ça, c'est très inquiétant. Donc là, parce que là, il y a énormément de salariés qui sont concernés. Vous prenez également, donc ce qu'on vient de voir, c'est des entreprises donc hors micro-entreprises, 124,2% d'augmentation. Si on prend également les moyennes entreprises, vous voyez, on est à 127%, 135% pour les petites entreprises. Donc tout le monde est concerné malheureusement par ces défaillances, avec bien sûr des conséquences concrètes en termes d'emploi. Si on prend par secteur, malheureusement, c'est toujours les mêmes secteurs qui sont concernés. Là où il y a le plus de destruction d'entreprises pour l'instant, c'est bien dans la construction. La crise continue, 32,9% sur un an. Dans le commerce également, ça augmente, 21%, 13 556. Et
On a également donc l'activité immobilière, 47,1% d'augmentation. Vous prenez les chiffres que vous voulez, ce sont des chiffres officiels de la Banque de France que vous pouvez également retrouver sur le site de la Banque de France. Donc voilà la situation donc, pour nos entreprises qui est malheureusement très difficile. Et encore une fois, ne l'oubliez pas, derrière les entreprises, il y a des salariés. Donc c'est-à-dire des personnes qui malheureusement vont tomber au chômage, avec moins de revenus, donc moins de consommation, donc moins de croissance, donc plus de déficit, plus de dettes. Oui, c'est le cercle vicieux extrêmement dangereux dans lequel malheureusement nos dirigeants depuis quelques années nous ont mis aujourd'hui. Ils n'ont absolument pas sauvé la France, mais malheureusement nous sommes aujourd'hui en danger et nos dirigeants malheureusement, encore une fois, je dis malheureusement parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine, eh bien ne font rien pour inverser cette tendance. Alors ça veut dire qu'il faut, j'ai envie de dire, nous, les salariés, les entreprises, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Il ne faut pas compter sur nos dirigeants parce qu'ils ne nous aideront pas, malheureusement, même s'il y a des subventions ici et ça. Ici ou là, nous, on ne veut pas des aides. Moi, je viens des cités HLM d'Orly, je ne veux pas des aides. J'en ai eu quelques-unes, mais ce n'est pas ça qu'on voulait dans les cités HLM. Et ce n'est pas ça ce qu'on veut encore aujourd'hui, du moins je l'espère. Ce qu'on veut, ce sont de vrais emplois, une vraie dynamique, un vrai ascenseur social. Voilà ce que veulent aujourd'hui les jeunes, voilà ce que veulent les entreprises. Donc il faut en permanence développer des stratégies anti-crise. Alors pour les entreprises, notamment les PME, j'en mets 4 en avant. Des stratégies de niche, sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire et pour lesquels on a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. Donc il faut communiquer évidemment sur nos niches pour justement créer une demande et créer une dynamique. Troisième stratégie, innover, bien sûr, en permanence, pas que dans la high-tech, on peut innover à tous les stades du processus de production, dans les échanges, dans le site internet, dans la gestion des stocks, la gestion des clients, etc. Et bien sûr avec des efforts de formation qui sont là, parce que si on innove et qu'il n'y a pas la main-d'œuvre en face, ça ne sert pas à grand-chose. On a compris qu'on ne peut pas trop compter sur l'éducation nationale ou sur l'État, donc il faut s'en prendre à nous-mêmes pour justement développer ces formations. Je vois des entreprises aujourd'hui, des grandes entreprises certes, qui créent leur propre école en interne. C'est quand même assez incroyable parce que justement il n'y a pas la main-d'œuvre qui est proposée par l'éducation nationale ou les formations. Donc voilà, ça c'est également très important. Quatrième stratégie, un développement à l'international. On a compris qu'il y aurait une croissance mondiale plus forte que celle de la France, et donc ce qui veut dire que là aussi il ne faut pas, je dirais, jouer petit bras. On a une dynamique internationale. J'étais encore à Marseille la semaine dernière, où je fais une conférence pour les chefs d'entreprise, et c'est vrai que je me souviens encore il y a quelques années, il y a beaucoup de PME marseillaises qui maintenant sont devenues des grands groupes. Donc vous voyez, donc c'est tout à fait possible. Il faut avoir cette vision évidemment internationale pour profiter d'une croissance qui est plus forte, et pour l'instant nos produits français ont une bonne image, donc il faut évidemment en profiter, avec bien sûr toujours un service à la clientèle parfait. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de service à la clientèle. Et donc, évidemment, dès qu'il y a un peu de service, là, vous gagnez des parts de marché, c'est inévitable. Voilà donc pour la façon de se protéger, justement, pour nos entreprises. Pour les particuliers, pareil. Il faut constamment se remettre en question. Donc, développer ces formations. Alors, pas des formations pour se faire plaisir, des formations, justement, il y a une demande. On voit aujourd'hui sur l'informatique, sur l'IA, sur l'anglais. Donc ça, c'est absolument indispensable. Alors, pourquoi pas pour les plus jeunes et les moins jeunes aussi. Aujourd'hui, à l'étranger, on embauche pas mal. Pourquoi pas se développer à l'international, hein. Ça permettra de voir du pays, peut-être de revenir ensuite en France, même si malheureusement, beaucoup qui partent après ont du mal à revenir. Mais néanmoins, il y a une dynamique. Donc, il ne faut pas rester cloué au sol dans notre petite région. Et donc, il faut bouger. Alors, déjà en France, parce que la France est un grand pays, hein, donc il y a plusieurs régions, et si ça ne suffit pas, à l'international. Il faut se prendre là aussi en main, en développant évidemment les langues étrangères, bien entendu. Alors ça peut être l'anglais, ça peut être le chinois. Et encore une fois, il y a une dynamique mondiale où justement on a besoin de l'expertise française et de nos salariés. Donc pas de complexe d'infériorité. Ensuite, bien sûr, on peut créer sa propre activité, l'activité originale dans tous les domaines d'activité, et indépendante. Ça nous permettra justement d'éviter d'être uniquement salarié si on veut justement être indépendant, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin justement de cette indépendance. Et si ce n'est pas le cas, il faut peut-être éviter de démissionner en ce moment. Ce n'est pas le moment, parce que ça va évidemment tanguer. Donc mieux vaut avoir, si on a un CDI, mieux vaut le garder plutôt que de prendre des risques démesurés, sauf si évidemment on est risk lover et on aime les risques, pourquoi pas à ce moment-là. Et là aussi, j'ai envie de dire, le plus important, c'est le sérieux et le respect. Deux valeurs qui se perdent. Donc et malheureusement, il faut qu'aujourd'hui, les salariés ou les particuliers, nous-mêmes, je parle pour moi-même, nous soyons sérieux. Quand on monte des chiffres, il faut les sourcer, il faut dire d'où ça vient, etc. Et respecter. Je pense que le gros problème de nos dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas assez respecté les Français. Il y a eu une sorte de mépris, malheureusement, encore aujourd'hui, mépris de caste, de ce que vous voulez, mais c'est ça qui aujourd'hui fait extrêmement mal. Et quand on respecte, quand on voit certains députés de l'Assemblée nationale qui respectent personne, qui respectent même pas l'Assemblée nationale, on se dit là aussi, ça, ce n'est pas sérieux. Donc il faut changer tout ça, encore une fois, j'ai beaucoup de peine parce qu'on a un pays qui est formidable, donc il faut y arriver. On va y arriver, mais il faut ce respect et ce sérieux. Voilà.
Quant à l'épargne, ben voilà, il faut faire preuve de, j'ai envie de dire, de bon sens. Alors déjà, il faut ne jamais oublier le couple rendement-risque. Si vous avez un rendement élevé, vous avez un risque élevé. Si vous n'avez pas beaucoup de risques, vous aurez un rendement faible. Si on vous propose autre chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc évidemment, bien choisir sa banque. Une banque française, une banque étrangère, je l'avais évoqué il y a déjà quelques semaines. Ne faites confiance qu'aux compagnies d'investissement qui sont validées par l'AMF, donc amf-france.org, extrêmement important. Malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques souvent en phase de crise, donc soyez prudents. Gardez toujours une poire pour la soif, ça veut dire compte sur livret réglementé, éventuellement de l'or bien entendu, même donc si les comptes réglementés c'est pas un rendement énorme, mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Et puis alors là, très important, pensez à votre retraite. Plan d'épargne retraite, le fameux PER, c'est très important, parce que déjà on n'aura pas beaucoup de retraite. Et puis surtout, si ça va arriver, l'État a envie d'augmenter la pression fiscale sur l'épargne, il aura du mal à toucher sur les plans d'épargne retraite. Donc pensez-y, ça c'est également extrêmement important. Quant au choix d'investissement, donc j'ai déjà évoqué, alors évidemment ce ne sont pas des conseils, parce que, attention, cette vidéo n'est pas une vidéo de conseil d'investissement, je fais attention pour la déontologie, et donc c'est très important, il faut être prudent sur les marchés, délaisser les dettes publiques, on garde un peu de cash, donc si possible un peu rémunéré sur SICAV monétaire dynamique, je plaisante, SICAV monétaire tout court, parce qu'elles sont déjà dynamiques, parce qu'il y a un rendement autour des 3%, donc c'est mieux que rien. On revient sur le dollar, on garde du franc suisse, on garde également de l'or. L'immobilier, ça repartira, mais plutôt pour 2026, donc il faut faire le dos rond. Les crypto-monnaies, si vous aimez le risque, allez-y, mais globalement, plutôt le Bitcoin d'ailleurs, mais quand même soyez prudents. Et puis bien sûr, carpe diem. Ce qui est consommé ne sera pas taxé, justement, c'est le plus important, puisque la prochaine étape, c'est une augmentation de la taxation de l'épargne, on en reparlera. Espérons que ça ne va pas arriver tout de suite, mais c'est dans les tuyaux, donc ça arrivera peut-être l'année prochaine, quand on verra que ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'ont fait le gouvernement et les dirigeants français, ça n'a pas marché, ça sera l'étape supplémentaire, on augmentera malheureusement l'épargne. Alors, la question de la semaine, évidemment, donc voilà ce qu'on pouvait dire, j'ai envie de dire, sur comment se protéger, donc on peut se protéger face à cette crise. La question de la semaine, est-ce qu'on peut réduire le déficit sans augmenter les impôts? Oui et oui. J'avais évoqué il y a quelques semaines, donc je le remonte très rapidement. Moi, je suis même, pour aujourd'hui, baisser les impôts. Il faut restaurer la confiance, et pour restaurer la confiance, il faut baisser les impôts, la CSG, l'impôt sur la production qu'on devait supprimer, donc 2 fois 25 milliards, ça fait 50 milliards d'euros en moins, certes, mais en plus, ensuite, on va les récupérer, parce qu'il y aura plus de croissance. On va supprimer également des niches fiscales. Donc finalement, ça ne coûtera que 20 milliards d'euros sur, on va dire, le déficit global. Ensuite, on réduit bien sûr les dépenses de fonctionnement. Évidemment, là aussi, 50 milliards d'euros, c'est très facile. On va réduire quelques tranches du millefeuille administratif, et c'est très rapide aujourd'hui. Et on luttera contre les fraudes sociales, fiscales. Avec l'IA, c'est encore plus facile. Et on peut récupérer également là 50 milliards. Donc vous avez compris, à la fin, ça permet de réduire le déficit public de 80 milliards d'euros tout en baissant les impôts. Donc c'est possible, encore faut-il avoir le courage et la volonté aussi de le faire, ce qui malheureusement pour l'instant n'est pas le cas. Comme on était un peu long, je termine rapidement sur la bonne nouvelle de la semaine. Elle vient de sortir, c'est ce matin. Les prix à la consommation ont baissé. L'inflation était à 1,1%, donc en glissement annuel, même si les prix continuent d'augmenter d'environ 18% depuis 2021. La bonne nouvelle, c'est notamment sur les prix de l'énergie. Ça a baissé donc de 3,1% en 2 mois. Mais comme on le voit ici, c'est cette petite baisse. Ça continue d'augmenter de 43% par rapport à janvier 2021. Donc c'est une petite baisse très très limitée. Idem, c'est une bonne nouvelle très relative, donc idem sur l'alimentation. Voilà, on est sur un plateau, mais ça ne baisse pas, donc ça fait quand même toujours quasiment 22% d'augmentation des prix de l'alimentation. Donc la bonne nouvelle est statistique, on dit voilà, ça baissote un petit peu, mais l'inflation, les prix malheureusement continuent d'augmenter, donc ce qui veut dire que ça sera encore difficile pour l'avenir de notre consommation, pour l'avenir de la France. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous ai dit la vérité, je vous ai dit voilà, tout ce qu'on pouvait savoir sur l'économie française aujourd'hui. C'est important de le savoir, de le faire savoir également. Donc merci pour vos pouces vers le haut, pour diffuser cette vidéo, pour vos abonnements premium également pour recevoir les slides. Donc vous êtes formidables, voilà, j'ai que ça à vous dire. Merci également pour vos messages, ça fait chaud au cœur. Donc merci à tous et surtout on est là pour dire la vérité en espérant qu'un jour on pourra sauver la France. Mais là c'est clair qu'on va devoir toucher le fond de la piscine avant de pouvoir redémarrer, mais on redémarrera finalement. En tout cas, on sera là pour essayer de le faire, bien entendu. Merci encore, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.